Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment essentiel. Comment on enseigne, comment on apprend à l'heure du numérique. Bon, ça commence direct avec la grande question. Qu'est-ce qui fait marcher les apprenants? Qu'est-ce qui les motive vraiment? Oui, c'est une super question, Tord Desmarlais, parce que sans motivation, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. Et les résultats, ils sont assez clairs, en fait. Ce qui revient vraiment en premier, c'est des objectifs bien définis. Savoir où on va, quoi. Ah oui, bien sûr. Des objectifs clairs. Oui, et aussi une bonne structure de cours. Un truc logique, bien organisé, facile à suivre. Ça a l'air hyper important pour eux. C'est marrant parce que ça semble primer sur la méthode pédagogique elle-même ou même sur le suivi individuel par le prof, si on écoute bien. Exactement. Ça suggère que les apprenants, du moins là, dans ce cadre universitaire, ils cherchent avant tout un cadre, une direction. Ils veulent comprendre le chemin, les étapes. Ça les rassure pour s'engager. Le prof reste clé, bien sûr, mais la feuille de route, elle doit être limpide. Et à l'inverse, le truc qui dégoûte, ce qui les fait lâcher l'affaire. Alors là, le point noir qui revient tout le temps, c'est quand c'est trop abstrait, trop déconnecté du réel, de la pratique. Ce côté plus théorique que pratique, ça revient vraiment comme un gros frein. Le besoin de voir à quoi ça sert, de pouvoir faire quelque chose avec, c'est fondamental. D'accord. Ce besoin de concret, ça nous amène direct à la différence entre le cours en amphi, classique, et puis l'enseignement en ligne. L'enregistrement, on parle pas mal. Qu'est-ce qui change vraiment au fond quand on passe au numérique? La grande idée derrière le numérique, quand c'est bien fichu, c'est de réussir à faire passer l'apprenant d'une posture plutôt passive, assis, il écoute, il prend des notes, voilà, à un mode où il est vraiment actif. Actif, ouais. C'est-à-dire qu'il n'est plus juste un réceptacle, quoi. Il devient acteur de son propre apprentissage. Il va chercher l'info, il teste des trucs, il discute avec les autres, il construit ses connaissances. Donc on n'est plus juste en train de consommer du savoir, mais on participe à le créer, ou en tout cas à se l'approprier. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Et les outils numériques, ils peuvent aider à ça. Des petits quiz interactifs, des simulations, des forums pour débattre, des projets à faire à plusieurs en ligne. Tout ça, ça pousse à s'engager différemment avec le contenu. Et avec les autres aussi. La source cite Coursera comme exemple de cette approche structurée et potentiellement active. Ça se présente comment, concrètement, sur ce genre de plateforme? Alors, Coursera ou d'autres MOOCs, souvent, c'est très découpé. Le cours est organisé en semaines. Chaque semaine, hop, plusieurs modules, des séquences. D'accord. Et dans chaque séquence, tu peux trouver des vidéos, souvent courtes, bien ciblées, des textes à lire, des petits quiz pour voir si tu as capté, et parfois des devoirs, qui sont même corrigés par les autres participants. Hmm. Et l'enregistrement insiste aussi sur l'importance d'interagir sur ces plateformes. C'est vrai que c'est facile de juste regarder les vidéos en mode passif. Mais est-ce qu'on apprend vraiment si on n'échange pas? Agis pas, ça n'a pas de sens. L'interaction, ça peut être plein de choses. Poser une question sur le forum, répondre à quelqu'un d'autre, participer à un débat, donner son avis sur le travail d'un autre. D'accord. C'est ça qui ancre les choses, qui permet de confronter ses idées, de recevoir du feedback, de construire une compréhension plus solide, quoi. Sinon, on risque de rester en surface, de juste consommer le contenu sans vraiment se l'approprier. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout faire en ligne? Le tout numérique, c'est la solution miracle? La discussion nuance un peu ça, non? Ah oui, tout à fait. Le modèle qui a l'air de s'imposer comme le plus pertinent dans pas mal de cas, c'est l'hybride, le fameux blended learning. Hybride. Oui, l'idée c'est de combiner intelligemment ce qui marche bien en présence et ce qui marche bien à distance. Par exemple, les modules un peu théoriques, transversaux, on peut les faire à distance, chacun à son rythme. Et on garde le temps en présentiel pour les activités où être ensemble apporte vraiment un plus. Comme quoi, par exemple? Des travaux pratiques un peu complexes, des discussions de fond, des mises en situation, du coaching plus perso, des trucs où la présence physique, l'interaction directe, ça change tout. D'accord. Mais ça demande une sacrée réflexion en amont pour bien articuler les deux. Faut pas juste coller des bouts en ligne et des bouts en présence. Ah non, c'est tout l'enjeu. Il faut créer un parcours qui soit fluide, intégré, où chaque modalité apporte sa vraie valeur ajoutée. C'est un beau défi pour ceux qui conçoivent les formations, ça. Justement, parlons conception. Si on veut monter un cours en ligne ou même hybride, qui tienne la route, on commence par où? L'échange entre la formatrice et les doctorants donne des pistes très concrètes. Ils insistaient d'abord sur les fondations, les prérequis et le pré-test. Pourquoi c'est si capital? C'est l'étape numéro 1 pour éviter que les gens soient largués d'entrée de jeu.
Avant de commencer un nouveau truc, faut absolument savoir ce qu'il faut déjà connaître ou savoir faire pour pouvoir suivre. Le pré-test, c'est l'outil pour vérifier ça. C'est pas une note, hein, c'est un diagnostic. Et si l'apprenant, il rate ce pré-test, on lui dit « désolé, reviens plus tard ». Ah non, surtout pas. L'idée, c'est pas de bloquer, c'est d'orienter. Si le test montre qu'il y a des lacunes, eh bien on lui propose des ressources pour se remettre à niveau. Ah d'accord. Des petits rappels de cours, des exercices ciblés, des liens vers des vidéos. Des trucs pour combler les trous, quoi. Une fois qu'il se sent prêt, il peut retenter le test ou attaquer le cours principal. C'est une forme de personnalisation finalement. Ça maximise les chances de réussite et ça évite la frustration. Logique. Un autre point qui revient sans arrêt dans la discussion, c'est la clarté des objectifs d'apprentissage. On a vu que c'était clé pour la motivation, mais comment on les formule pour qu'ils servent vraiment à quelque chose? La clé du truc, c'est qu'il soit clair et surtout mesurable ou observable. L'idée, c'est de décrire ce que l'apprenant sera capable de faire, concrètement, à la fin. On entend souvent l'acronyme SMART. Oui, spécifique, mesurable. Atteignable, réaliste, temporellement défini. Surtout le côté spécifique et mesurable. Faut que ce soit précis. Vous auriez un exemple concret? Oui, la formatrice, elle pousse à utiliser des verbes d'action, très précis, au lieu de dire un truc vague comme comprendre les cartes mentales. Mhm. On va plutôt dire être capable d'identifier les différents types de cartes mentales, ou alors être capable de créer une carte mentale pour organiser ses idées. Là, on décrit une action qu'on peut voir, qu'on peut évaluer. Ça s'inspire souvent de la taxonomie de Bloom, même si c'est juste évoqué. L'important, c'est d'utiliser des verbes qui ne prêtent pas à confusion. Et pourquoi cette insistance sur la clarté, la mesure? C'est quoi l'avantage pour celui qui apprend? Il y en a plusieurs. D'abord, on l'a dit, ça motive. L'apprenant sait où il met les pieds, ce qu'on attend de lui. Ensuite, ça lui permet de s'auto-évaluer. Est-ce que je sais faire ça, oui ou non? Ah oui, d'accord. Et enfin, ça guide le prof pour préparer ses activités et son évaluation. Si l'objectif, c'est analyser un cycle de vie, l'activité devra proposer une analyse et l'évaluation vérifiera cette capacité. Alors qu'un objectif flou comme sensibiliser à l'importance des cycles, bon, comment tu évalues ça objectivement? C'est compliqué. La discussion parle aussi d'une hiérarchie des objectifs, général, intermédiaire, opérationnel. Ça s'emboîte comment tout ça? C'est une manière de structurer la pensée en fait. L'objectif général, c'est le but final du cours, genre maîtriser les outils TIC pour la recherche. C'est large. D'accord. Les objectifs intermédiaires, eux, ils découpent ce gros objectif en étapes clés. Pour chaque module, par exemple, identifier les bonnes bases de données, construire une requête de recherche efficace, utiliser un logiciel de biblio. Je vois. Et enfin, les objectifs opérationnels, c'est lié à des tâches très précises dans une séquence. Par exemple, citer correctement une source en norme APA. Cette décomposition, ça aide à construire le cours de façon logique, progressive. Ça fait sens. Ces objectifs clairs, cette structure, tout ça, c'est donc lié à ce que l'enregistrement appelle une structure pédagogique adéquate et à l'accompagnement pédagogique. Comment ces deux aspects jouent ensemble? Une bonne structure, avec des objectifs nets et un déroulé logique, ça aide l'apprenant à avancer, même tout seul. Mais attention, autonome, ça ne veut pas dire abandonner. Non, bien sûr. L'accompagnement reste super important, surtout à distance. Et cet accompagnement, ça passe beaucoup par le feedback régulier, les réponses aux questions, l'animation des forums, peut-être des petites relances si besoin. Le feedback, oui, c'est mentionné comme très important. Quelle forme ça doit prendre pour être utile? Idéalement, il doit être constructif, précis et si possible rapide. C'est pas juste une note. Il faut dire ce qui est bien, ce qui peut être mieux et comment faire pour améliorer. D'accord. Et l'enregistrement souligne aussi l'impact du feedback positif sur la motivation. Même un simple « excellent » ou « très bonne analyse », ça compte. Ça renforce le sentiment de compétence. D'ailleurs, la formatrice fait allusion à 6 facteurs de motivation trouvés dans la recherche. Et si on regarde, ça colle bien. Des objectifs clairs et du feedback positif, ça booste le sentiment de compétence. Une bonne structure, ça aide à intégrer les techniques d'apprentissage. Des activités pratiques, ça nourrit l'intérêt pour les activités et la compréhension profonde. Tout est lié en fait. C'est clair de voir comment ça s'articule. La discussion aborde ensuite une distinction un peu théorique, mais qui a son importance.
L'approche par objectif versus l'approche par compétence. C'est quoi la différence fondamentale? Alors, l'approche par objectif, historiquement, elle vient plutôt du behaviorisme. En gros, on découpe l'apprentissage en plein de petits objectifs très précis, observables. On avance petit pas par petit pas, du simple au complexe, et on vérifie chaque étape. C'est très structuré, très analytique. L'approche par compétence, elle, elle est plus globale, plus intégrative. L'idée centrale, c'est de rendre l'apprenant capable de mobiliser tout un tas de ressources, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, pour résoudre une situation problème. Une situation complexe et souvent nouvelle. On met l'accent sur le transfert. Est-ce que tu peux utiliser ce que tu as appris dans un contexte différent, réaliste? Attends, si je comprends bien, l'approche par objectif, c'est un peu comme apprendre à se servir de chaque outil, le marteau, le tournevis, etc. Et l'approche par compétence, c'est, tiens, voilà un meuble en kit, débrouille-toi pour le monter en choisissant les bons outils et en les utilisant bien. C'est une excellente image, oui, c'est exactement ça. L'approche par objectif vérifie que tu maîtrises chaque outil séparément. L'approche par compétence te met face au problème complet, monter le meuble, réparer la fuite, et regarde si tu sais agir de manière pertinente, en combinant les outils et peut-être même en improvisant un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que la formatrice dans l'audio, elle dit que dans leur formation, en pratique, ils font les deux. Oui, elle le dit clairement. On travaille avec les deux. Et c'est souvent le cas, en fait, dans les formations d'aujourd'hui. On pose des objectifs d'apprentissage clairs, ça c'est l'approche par objectif, pour guider et structurer. Mais les activités qu'on propose, surtout les travaux pratiques, les TP demandés aux doctorants, comme élaborer une stratégie de recherche pour leur thèse ou faire une carte mentale pour organiser leurs idées, ça c'est clairement de la résolution de problèmes complexes. Ça mobilise et ça développe des compétences. Et là, on est dans l'approche par compétences. Donc, c'est pas forcément l'un ou l'autre, mais plutôt un mélange des deux. Précisément, les deux approches peuvent très bien se compléter, se renforcer. Les objectifs donnent le cadre, la clarté, et les situations problèmes, les tâches complexes, elles poussent à intégrer, à transférer, à apprendre plus en profondeur. Le bon dosage, après, ça dépend de ce qu'on vise avec la formation et de qui on a en face. Tout ça nous conduit naturellement à l'évaluation. Si les objectifs et les approches sont variés, j'imagine que l'évaluation doit l'être aussi. Ah oui, absolument. L'évaluation, c'est un vaste sujet. Et l'enregistrement le montre bien. Ça ne se limite pas du tout à l'examen final. Il y a toute une palette d'évaluations avec des buts différents. On a déjà parlé du pré-test. Ça, c'est de l'évaluation diagnostique. On regarde d'où on part. Ensuite, et c'est très important, il y a l'évaluation formative. Elle a lieu pendant l'apprentissage. Son but premier, c'est pas de mettre une note, mais d'aider l'apprenant à progresser et d'aider l'enseignant à ajuster le tir si besoin. Ah oui. Ce sont les petits quiz de compréhension, les exercices interactifs. L'outil H5P est cité, c'est un truc open source super pratique pour créer ce genre de contenu interactif, genre QCM, glisser-déposer, etc. Les petits devoirs avec du feedback. Après, bien sûr, il y a l'évaluation sommative. Celle-là, elle arrive à la fin d'une période, fin de module, fin de cours, pour faire le bilan. Et là, oui, on prend une décision, enfin validation, certification. C'est l'examen classique, mais ça peut aussi être un projet, un mémoire, une soutenance. D'accord. Et l'enregistrement mentionne aussi deux autres formes intéressantes. L'auto-évaluation, où c'est l'apprenant lui-même qui réfléchit à ses points forts, ses points faibles par rapport aux objectifs. Et la co-évaluation, où les apprenants s'évaluent entre eux. L'évaluation par les pairs, quoi. Et ça, c'est souvent hyper formateur, autant pour celui qui évalue que pour celui qui est évalué. Un point fort qui ressort bien de la discussion, c'est que l'évaluation, ce n'est pas que pour juger l'apprenant. C'est aussi un moyen d'évaluer l'enseignement lui-même, non? Mais c'est fondamental. La formatrice le dit très bien. On s'évalue soi-même en tant qu'enseignant. Si la moitié de la promo se plante à un examen, bien sûr, faut regarder le travail des étudiants, mais faut surtout, se poser des questions sur sa propre méthode. Est-ce que les consignes étaient claires? Est-ce que les activités étaient adaptées? Est-ce que j'ai bien expliqué? L'évaluation, c'est un miroir. Et des outils comme les grilles d'évaluation avec des critères précis, partagés à l'avance, ça aide à rendre tout ça plus transparent, plus juste et plus utile pour tout le monde. Oui, c'est une vision beaucoup plus constructive de l'évaluation finalement. Bon, si on essaye de faire une petite synthèse de tous ces échanges passionnants, quels seraient les grands messages à retenir pour imaginer un apprentissage numérique efficace? Je dirais qu'il y a 4 grands piliers qui se dégagent vraiment. Premièrement, la clarté.
Des objectifs précis, mesurables, une structure qui se tient. Faut que l'apprenant sache où il va et comment. D'accord. Deuxièmement, l'engagement actif. Faut proposer des activités qui poussent l'apprenant à faire des choses, à interagir avec le contenu, à réfléchir, à produire, pas juste consommer passivement. Oui. Troisièmement, l'interaction sociale. Apprendre, c'est aussi un truc social. Il faut encourager les échanges entre apprenants et avec le prof. C'est souvent là que le sens se construit, que la motivation tient bon. Logique. Et quatrièmement, l'évaluation au service de l'apprentissage. Utiliser toute la palette d'évaluation, diag, formative, sommative, auto, co, pas pour sanctionner bêtement, mais pour guider, pour ajuster, pour améliorer. Autant l'apprenant que l'enseignant d'ailleurs. Clarté, engagement, interaction, évaluation constructive. C'est une bonne feuille de route, ça. Et on sent bien que, même si on est parti d'un contexte universitaire très précis, ces idées, elles sont valables bien au-delà, non? Ah, mais complètement. Que ce soit pour former des gens en entreprise, pour animer un simple atelier, pour créer un tuto en ligne, ou même, j'ai envie de dire, pour expliquer un truc à un ami. Ces principes de base, ils marchent toujours. Définir l'objectif, structurer l'info, rendre l'autre actif, lui donner du retour, c'est les bases d'une bonne communication, d'une bonne transmission, tout simplement. Ce qui m'amène à une dernière idée, une sorte de question ouverte, tiens. Et si on appliquait ces stratégies pédagogiques-là de façon plus consciente à nos propres projets, perso ou pro? Quand on veut apprendre un nouveau truc tout seul, par exemple, est-ce qu'on se fixe des objectifs SMART? Est-ce qu'on découpe? Est-ce qu'on cherche activement à appliquer, à échanger, à avoir du feedback? Hmm. Ou même, quand on prépare une réunion importante au boulot, c'est quoi l'objectif mesurable de cette réunion? Comment je la structure pour que ce soit clair? Comment je fais pour que les gens participent vraiment, qu'ils soient actifs? Et comment on s'assure que ça débouche sur quelque chose de concret? C'est une excellente question. Peut-être qu'effectivement, en abordant ces situations avec une casquette de pédagogue, en quelque sorte, on gagnerait en efficacité, en engagement, et puis en satisfaction aussi, finalement, transposer ces trucs qui marchent dans l'éducation à d'autres domaines de nos vies. Voilà, une piste intéressante à creuser. Ça donne à réfléchir en effet.